Bonjour à tous et à toutes. Quel est le point commun entre la protection de l'enfance en ligne, la démocratie numérique, la valorisation de vos données de santé et l'authentification des contenus à l'époque de l'intelligence artificielle? Il y en a peut-être plusieurs, mais le point central, c'est l'identité numérique. Ça peut paraître un peu technique comme ça, mais finalement, c'est une technologie qui impacte chacun des aspects de notre vie en ligne et en bonne partie en dehors de ce que nous faisons en ligne. C'est ce qui nous permet, par exemple, de voter à distance à une époque où les gens votent de moins en moins et on a même du mal à trouver des volontaires pour tenir les bureaux de vote et pour dépouiller. C'est une technologie qui pourrait aussi nous permettre d'organiser des votations un peu comme le font les Suisses, localement, sur des sujets ponctuels. C'est une technologie qui nous permet aussi de garder, de préserver nos données de santé, d'éviter de faire plusieurs fois les mêmes examens ou de donner plusieurs fois les mêmes informations parce que tout serait bien gardé, sécurisé et en même temps, si on a un accident, si on est inconscient, une technologie qui permettrait aux services de secours d'avoir immédiatement accès aux données de base pour vous sauver la vie. Et puis, si vous avez une montre connectée ou autre, c'est une technologie qui permet d'agréger toutes ces données complémentaires qui permettront peut-être un jour à une intelligence artificielle d'aider votre médecin à prévoir, à diagnostiquer ce qui peut vous arriver. C'est une technologie qui permet aussi de sécuriser et d'authentifier les contenus qui sont générés par des IA ou par des humains, de les signer et de s'assurer que ce que vous recevez, c'est bien ce qui a été envoyé par l'agence Reuters, par exemple, ou par un journaliste. Donc c'est finalement extrêmement important. Et puis, bien entendu, c'est une technologie qui permet la protection de l'enfance en ligne. Et ça, nous allons en parler aujourd'hui. Donc voilà, une technologie absolument centrale. Je suis Eric Salobir, je suis le président du comité exécutif de la Human Technology Foundation et avec le Project Liberty et un certain nombre de partenaires, nous avons décidé de travailler sur cette technologie et sur ses bonnes pratiques afin de pouvoir fournir des éléments à ceux qui développent ces technologies et à ceux qui les utilisent. Ce rapport fait un peu la suite d'une démarche que nous avions commencée il y a plus de 2 ans à la demande du gouvernement canadien pour fournir des pratiques et des éléments de politique publique autour de l'identité numérique. Et maintenant, nous avons voulu être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et entrer dans les cas d'usage pour pouvoir vraiment définir ce que sont les bonnes pratiques, essayer de voir ce qui est techniquement possible, ce qui est socialement acceptable, ce qui est efficace. Et pour cela, nous aurons la chance aujourd'hui d'avoir un panel de contributeurs de ce rapport, quelques-uns des contributeurs les plus éminents. C'est un travail que nous avons fait avec McCarthy Tétrault, le groupe d'avocats américains, et avec le groupe La Poste, avec lequel nous travaillons beaucoup. Et donc, ce panel sera animé par Jean-Michel Miss, qui est l'un des senior advisors de notre fondation. Je remercie Jean-Michel, je remercie aussi les panélistes, et je vous demande de les accueillir. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Eric, pour ces propos introductifs et ce mot d'accueil. Je m'appelle Jean-Michel Miss et je serai votre modérateur pour ce panel. Et je suis extrêmement heureux d'accueillir aujourd'hui un panel qui finalement est à l'image du rapport, c'est-à-dire très international, très éclectique. Et donc je souhaite accueillir et souhaiter la bienvenue à Candice Dauge, qui est la directrice des solutions d'identité numérique de DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste. Accueillir également Charles Morgan, avocat associé McCarthy Tétrault, qui nous fait le plaisir de venir directement de Montréal pour assister à ce panel. Et puis je salue également Krimo Vala, qui est avocat associé à DTMV Avocats, à la fois à Paris
et à Lyon, une ville qui m'est chère. Donc merci beaucoup à cher Candice et cher Charles et Charles Grimaud pour être présents parmi nous. Alors comme vient de le dire Éric Saint-Lebir, je commencerai par vous, cher Grimaud. Le rapport auquel vous avez tous trois participé et qui porte sur les 4 grands cas d'usage de l'identité numérique, dont la protection des mineurs en ligne. On comprend évidemment l'importance de ce cas d'usage et on imagine qu'il fait consensus, mais tout le monde veut évidemment protéger les mineurs. Mais pourquoi est-ce si difficile, Grimaud, d'instaurer plus de sécurité pour eux dans l'espace numérique ? Merci Jean-Michel. Oui, c'est certain qu'il y a bien un sujet sur lequel il y a un consensus, c'est le fait qu'il faut protéger les mineurs en ligne, et spécialement sur Internet, avec peut-être un petit focus qu'on peut avoir sur ce qu'est Internet. Quand on y pense, c'est cette une immensité absolue, l'accès à tout ce que contient à peu près l'humanité de bien et de moins bien, et on y accède depuis n'importe où, avec des terminaux qui sont extrêmement faciles à utiliser, qui sont présents partout. Donc en fait, on a accès à l'immensité depuis son canapé, depuis un petit terminal qu'un enfant est capable d'utiliser sans même qu'on lui montre comment ça fonctionne. Donc c'est plein de bénéfices, c'est un accès au savoir, c'est aussi plein de dangers avec tout ce qui est d'accès à des contenus qui sont potentiellement préjudiciables, très préjudiciables, des expositions à des dangers, des prédateurs sexuels, du cyberharcèlement. Donc oui, évidemment, il y a un consensus, il faut protéger. Je pense que la première chose à faire, une fois qu'on a identifié ce problème, c'est de réfléchir à ce qui existe déjà. Et peut-être que la première couche de protection à laquelle on peut penser, c'est une couche d'éducation, de rééducation de la population aux dangers que représente Internet, au fait qu'il faut surveiller son enfant quand il est sur le canapé à 1 mètre de soi. On ne se rend pas compte que peut-être qu'il est en train de naviguer à travers la Sin City digitale et il faut le protéger de ça, réapprendre les bons usages, réidentifier des comportements aussi qui sont des comportements à risque. Quand on publie une photo de ses enfants sur un réseau social, c'est un comportement à risque, même s'ils ne sont pas en maillot de bain. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Je pense qu'il faut aussi repenser à utiliser ce qui existe déjà comme outil. Et là, je pense principalement au contrôle parental, qui est un outil très efficace, qui n'est pas assez déployé et qui fait que la tablette familiale ou le smartphone des parents peut être un accès non contrôlé à des contenus préjudiciables. Et puis ensuite, il y a mettre en application la réglementation qui existe déjà, parce que c'est déjà obligatoire pour les fournisseurs de contenu qui sont réservés aux majeurs de vérifier l'âge de leurs enfants. De vérifier l'âge des utilisateurs qui justement ne doivent pas être des enfants. Alors pourquoi est-ce que c'est pas mis en œuvre ? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un défi majeur qui est le défi de la protection de la vie privée. Comment est-ce qu'on contrôle un âge en respectant la vie privée ? Il y a en sous-jacent un problème économique, parce qu'un fournisseur de contenu qui est réservé aux majeurs, s'il limite l'accès à son contenu, il perd du trafic, donc immanquablement, il y a une perte de revenus derrière. Et puis, il y a un problème d'acceptation aussi des solutions qui est fortement lié au problème de la vie privée dont je parlais à l'instant. Le travail qu'on a fait dans ce rapport a mis en exergue quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est qu'on a des cas d'usage aujourd'hui. En fait, on a une technologie qui existe, qui montre qu'il y a un avènement de solutions digitales qui sont basées sur l'identité numérique et qui respectent justement la vie privée des utilisateurs. Donc, la conclusion qu'on peut avoir de tout ça, c'est qu'en fait, on a vu qu'il existe un standard, il existe une norme technologique qui permet de respecter la vie privée des utilisateurs tout en protégeant les mineurs. Et de ça, je pense qu'il faut considérer que ça doit devenir un standard et une norme. Donc ça existe, l'objectif il est identifié, on sait comment le faire, maintenant peut-être que c'est politiquement qu'il faut arriver à l'imposer. Exactement, et je crois que le contexte en France, nous sommes tout à fait dans l'actualité avec effectivement les débats en cours aujourd'hui au Parlement sur la loi sur justement la protection de l'espace numérique. Et je souhaiterais justement à ce sujet poser une question à Charles Morgan, parce que nous avons parmi tous ces sujets un sujet particulier qui est celui qui concerne les sites pornographiques qui sont effectivement au cœur de cette problématique. Ils sont déjà soumis à des obligations de contrôle de l'âge. C'est manifestement encore bien insuffisant compte tenu de la difficulté à traiter techniquement ce sujet, en assurant évidemment ce qu'on a évoqué, le respect de la vie privée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cela est si aujourd'hui important et peut-être encore difficile de trouver des solutions ? Oui, merci. Je pense effectivement, avant de parler des solutions, il faut vraiment saisir le problème et reconnaître qu'il y ait un problème. Puisque je suis du Canada, je commence avec un commentaire. L'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, avait déclaré dans les années 70
lors de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada, que l'État n'avait pas sa place dans la chambre à coucher de la nation. Il est devenu, avec raison, accepté, voire progressiste, de promouvoir une notion de laisser-faire en ce qui concerne la sexualité des adultes consentantes. Or, les questions qui nous préoccupent ici ne concernent pas, et je pense que c'est très important de le préciser, des adultes consentants. Il s'agit de la protection des mineurs d'un contenu explicite et néfaste. Je vais maintenant citer quelques chiffres et statistiques, et je pense que c'est très important de tenter de saisir les implications de ces statistiques. Selon un rapport publié par le UK Children's Commissioner l'année passée, l'âge moyen des mineurs ayant accédé à la pornographie en ligne était de 13 ans. 27% l'avaient vu dès l'âge de 11 ans, 10% l'avaient vu dès l'âge de 9 ans. La tendance en termes de l'âge de premier accès est en baisse, liée à l'âge à l'accès à la téléphonie mobile. Les plus jeunes, le plus jeune que commence l'accès, les jeunes à la pornographie en ligne, plus grands sont les chances de devenir addicts, accros, ou de voir du contenu de plus en plus extrême. 21% des garçons mineurs accèdent à la pornographie une ou plusieurs fois par jour. On ne parle plus d'images bleues des années 70 où on voit à travers un nuage un sein nu. On parle vraiment de la pornographie qui démontre souvent de la violence sexuelle. 79% des jeunes adultes ont affirmé avoir vu de la pornographie violente et dégradante avant l'âge de 18 ans. 74% avaient vu des actes dégradants et 66% avaient vu des actes sexuels non consentis. La majorité du temps, ce sont les femmes qui sont des cibles de cette violence sexuelle. La pornographie est très genrée. 65% des jeunes femmes de 16 à 21 ans avaient vu des actes de violence contre des actrices, tandis que 29% des jeunes avaient vu des actes de violence contre les acteurs. Et ce n'est pas sans effet. 72% des répondants au sondage avaient signifié que la pornographie affectait leurs expectatifs quant à leurs relations sexuelles dans la vraie vie. 66% des filles ont indiqué que le visionnement de la pornographie avait un impact sur leur image corporelle. 47% indiquaient qu'ils étaient d'avis que les filles s'attendaient à avoir des rapports sexuels qui impliquaient une agression physique. Je vous laisse avec une image très perturbante qui est racontée dans l'histoire. Ça peut paraître banal, mais il faut y songer. Une jeune fille de 12 ans qui embrasse pour la première fois son copain qui tente de l'étrangler parce que le garçon avait vu ça dans la pornographie. Il pensait que c'était normal. C'est un acte de violence envers la petite fille, évidemment, mais c'est aussi un acte de violence envers le garçon. En somme, depuis l'arrivée des tubes pornographiques, les enfants sont exposés de plus en plus jeunes à un contenu de plus en plus violent et néfaste, et ceci a un impact majeur quant aux rapports sexuels dans la vraie vie. Je souhaiterais, Candice, que vous puissiez rebondir sur ce que vient de dire Charles, parce qu'il semble, à la lecture du rapport que vous venez de produire, que la France aurait peut-être une longueur d'avance un peu technologique par rapport à cette question-là. Alors comment est-ce qu'on peut justement permettre le respect de la vie privée, s'assurer de l'âge de la personne qui accède à ces sites? Est-ce que donc il y a techniquement des possibilités de le faire? Et j'aimerais particulièrement que vous puissiez nous parler de ce que est la notion de double anonymat. Oui, bonjour, merci Jean-Michel.
face au constat assez alarmant que vient de nous dresser Charles, je pense que c'est important en effet de se dire qu'il y a des solutions et de regarder les solutions pour mettre en place, pour protéger nos mineurs. Le double anonymat, c'est un concept. Mais c'est aussi une réalité et ça répond au double défi de la protection des mineurs. Le premier, c'est évidemment d'empêcher les plus jeunes d'accéder à des contenus qui ne sont manifestement pas faits pour eux, des contenus pour adultes, donc de la légitimité à la légalité, hein, finalement, de l'accès à ces contenus. Et le deuxième défi, c'est sans enfreindre, et Grimaud en parlait, la liberté des internautes, puisque la protection de la vie privée est importante. On est la patrie du RGPD avec la CNIL, et on a raison de faire attention à la liberté des internautes qui sont consentants et sur l'accès à ces sites. Donc, pour protéger nos mineurs, il n'y a pas 15 000 façons de faire, c'est vérifier l'âge. Donc de vérifier l'âge à l'entrée sur ces sites et avec des technologies d'identité numérique. Les sites, et notamment les plus gros, nous opposent qu'il n'y a pas de technologie et en vrai c'est absolument faux. Et au-delà d'être faux, il a fallu quelques semaines à Docapos pour produire un premier POC, Proof of Concept, pour montrer que ça fonctionne. Donc le double anonymat, c'est assez simple, c'est un système de SaaS. En France, on a quelque chose qu'on connaît bien tous, qui s'appelle France Connect, qui permet aux fournisseurs d'identité de donner l'identité d'un internaute, et le fournisseur de services ne sait pas qui a poussé cette identité numérique, si c'est la Poste, Amélie ou les impôts. C'est un peu le même dispositif, c'est une sorte de boîte noire dans lequel on va rentrer, mais on va rentrer seulement avec sa preuve de majorité. Donc très concrètement, on va avoir une plateforme qui va proposer de vérifier l'âge. On va pouvoir utiliser l'identité numérique de la Poste, par exemple. On va pouvoir utiliser un système de scan de pièces avec de la comparaison faciale ou sa carte bancaire qui va donner une information. À partir de là, on va garder seulement l'information que cette personne a plus de 18 ans et on va passer cette information à une application qui s'appelle Je prouve mon âge, qui va garder plus 18. Pas je suis une femme, pas j'ai tel âge, ni où j'habite, encore moins. Seulement plus 18 ou plus 15 si on va sur la majorité numérique. Et ensuite, cette application va se connecter à une plateforme qui s'appelle 18 Connect, qui elle-même va passer cette information au site pour adultes. Donc on voit bien finalement qu'à aucun moment on peut retracer l'origine de cette connexion, l'internaute qui est derrière la connexion, et en même temps, à la base, on a bien vérifié que la personne qui est rentrée sur le site est bien majeure. Si je comprends bien ce que vous venez de dire, il y a à la fois une obligation légale donc de vérifier l'âge qui existe déjà, et puis il y a des solutions techniques qui permettent de le faire. Alors, ma question, je me retourne un peu vers Charles, et compte tenu justement de son regard également du continent nord-américain, est-ce que vous pensez justement que cet anonymat des utilisateurs est ainsi résolu, ou quelle est votre appréhension de cette question avec votre regard à vous? Vous me posez des questions parce que vous savez pertinemment que la contribution majeure du Canada envers l'Internet, c'est la création du site web Pornhub. Absolument. Non. Donc, oui, il y a une obligation légale en France, peut-être en Europe. Il y a une solution technologique qui est disponible, mais la mise en œuvre n'est pas garantie et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de résistance, en fait. Si on parle côté législatif, en Australie, le Online Safety Act a été modifié avant son adoption afin d'enlever, en fait, l'obligation pour les sites pornographiques de bloquer l'accès aux mineurs. On misait surtout sur la formation des parents quant au contrôle parental. Au Canada, il y a un débat en cours. Le gouvernement propose d'adopter un Online Harms Act qui est calqué sur l'approche de l'Australie. Et il résiste à l'adoption d'un projet de loi qui est proposé par la sénatrice Méville-Deschênes, qui allait proposer l'adoption d'une obligation de vérification d'âge.
Et en partie, cette résistance est due à des facteurs politiques. En partie, malheureusement, je pense que c'est dû à de mésinformation. C'est-à-dire que les gens sont parfois mal informés. Le premier ministre Trudeau, le fils de Pierre Trudeau, évoqué tout à l'heure, citait les risques pour la vie privée en indiquant qu'il ne voulait pas que les sites douteux vérifient l'âge des intervenants, laissant passer que ce seraient les sites qui allaient faire tout le processus d'identifier ou de valider en fait l'identification des utilisateurs, faisant abstraction totale de la possibilité de l'anonymat, le double anonymat. Le journal canadien national The Globe and Mail a soulevé le problème que la technologie n'est pas mûre, la reconnaissance faciale n'est pas en mesure de déterminer, de distinguer entre quelqu'un qui a 17 ans versus quelqu'un qui a 18 ans. Or, ce n'est pas ça la question. Donc, il y a les gens mal informés. Mais c'est pas juste ça. Nous avons constaté lors de la pandémie tous une méfiance généralisée envers les autorités qui tentent de s'insérer dans la vie privée des gens, même lorsqu'il s'agit de l'intérêt public. De plus, je pense, donc ça c'est l'aspect politique, mais il y a évidemment des moyens technologiques de contournement. Et on a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'utiliser des VPN. C'est-à-dire, on va cacher où sont situés les utilisateurs ou même les fournisseurs de services avec des VPN, et donc on évite d'être assujetti aux lois applicables. Il y a aussi le fait que, avec l'arrivée de l'IA générative, c'est maintenant possible pour les jeunes de créer leur propre porno, leur propre vidéo. Donc, il y a clairement des mesures de contournement. Je pense que ces mesures de contournement sont exaspérées par le fait que le modèle économique de ces sites repose sur les clics. Prohiber l'accès par les mineurs implique la réduction du nombre d'utilisateurs, puisqu'il y aura non seulement les mineurs prohibés, mais aussi plus de friction pour les adultes. Ils doivent passer à travers un processus avant d'avoir accès au site. Donc, ni les sites, ni une partie importante des utilisateurs seront motivés à suivre les consignes sans contraintes réglementaires qui sont réellement mises en application. Enfin, nous avons noté qu'il y aurait potentiellement un problème d'interopérabilité des solutions de vérification de l'âge. Est-ce que tous les sites vont accepter toutes les solutions de vérification de l'âge, ou est-ce qu'il y aura une tendance à accepter les solutions qui sont les plus permissives? Donc, en somme, ce n'est pas facile, mais selon moi, il y a un besoin criant pour agir, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas une solution qui va résoudre 100% le problème qu'il ne faut pas agir quand même. Je souhaiterais un peu poursuivre la question et les travaux du rapport que, suite à votre réponse, Charles, auprès de Candice, puisqu'on voit que finalement, on peut avoir un corpus réglementaire, législatif qui soit en capacité de répondre. On peut avoir des outils technologiques qui amènent des réponses, pas parfaites, mais en tout cas qui contribuent à apporter des réponses. Et on voit qu'on a une difficulté, en fait, également de financement et de modèle économique. Comment est-ce que, entre l'usager, finalement, de ces sites et puis les fournisseurs de services en ligne, comment est-ce qu'on peut avoir un modèle économique qui permet d'améliorer les choses? Est-ce qu'on peut financer ce modèle? Comment est-ce que vous voyez les choses qu'on dise par rapport à ça sur cet aspect particulier de l'économie?
Alors, je pense que la première chose, c'est que ce corpus législatif et réglementaire soit engageant pour les sites, qu'il y ait des sanctions en face. Parce que on peut toujours avoir des déclarations d'intention, tu le disais, ça existe aujourd'hui, mais les sanctions n'arrivent pas. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire autre chose que j'ai plus de 18 entrées. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base même du modèle économique, c'est qu'il puisse y avoir des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont envisageables. Je pense que le financement doit être un financement privé de la part des sites internet qui financent les tiers de confiance, puisque je te rejoins, ça ne peut pas être les sites eux-mêmes qui vont aller collecter des données personnelles des internautes qui vont arriver sur ces sites. Donc gratuit pour l'utilisateur. D'une part pour l'acceptabilité sociale, si on commence à leur faire payer l'entrée, je pense que ça favorisera pas le déploiement. Payant pour les sites et à quelques micro-centimes, puisque évidemment, alors on parle de millions de connexions par jour, 20 millions de connexions par jour en France sur les sites pornographiques. Donc c'est assez équivalent finalement à des transactions bancaires pour certains grands sites marchands. Donc ça devait être donc à la transaction, les sites privés qui donc les sites pornographiques qui payent. Et après la question se pose de est-ce qu'il faut un écosystème qui se structure pour que le modèle économique soit simplifié aussi pour les sites, pour éviter d'aller contractualiser avec plusieurs fournisseurs, plusieurs référents de confiance sur la preuve d'âge et fonctionner peut-être comme un GIE carte bancaire qui aujourd'hui a réussi à proposer un modèle économique intéressant pour gérer finalement l'ensemble des flux financiers liés au paiement sur Internet. Merci beaucoup. Grémaud, il vous appartient peut-être, non pas de conclure, ce serait peut-être excessif de le dire comme ça, mais en tout cas de terminer ce tour d'horizon et ce panel aujourd'hui. Par rapport aux travaux justement que vous avez conduits, effectivement, le sujet qu'on vient d'évoquer montre que nous avons quand même des avancées qui sont importantes en termes de protection des mineurs en ligne qui commencent à être visibles et à devenir perceptibles par nos concitoyens. Ça pose évidemment la question de la place de l'identité numérique dans ce sujet-là, et au-delà du sujet que nous avons évoqué dans le rapport, d'une manière générale, vous adressez également le sujet d'identité numérique par rapport aux enjeux de santé et plus globalement de vie démocratique. On est quand même dans une année où, n'oublions pas que quasiment la moitié de la population va être amenée à voter, à s'exprimer dans des élections importantes. Donc on voit bien tout l'enjeu de pouvoir déterminer d'un point de vue démocratique ce sujet sans en tirer une leçon vraiment générale. Quelle appréhension vous portez pour conclure dans ce rapport sur ces enjeux? Merci Jean-Michel. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire tous les deux, en notant une chose, c'est que dans le cadre de nos travaux sur ce rapport, on identifie un problème qui est la vérification de l'âge en ligne, qui est un problème majeur de la protection des mineurs en ligne. On voit qu'en quelques semaines, l'inventivité et l'agilité de DocaPost crée une solution qui doit être un standard. En fait, on ne voit pas pourquoi on devrait faire autrement. C'est facile à faire. Ça fonctionne. Est-ce que c'est parfait? Non. La question des VPN, elle est tout le temps abordée. On en reparlait. En vérité, le mineur qui sait utiliser un VPN, c'est pas un mineur de 10 ans. C'est un mineur qui est moins sujet aux nuisances. C'est moins sensible pour lui d'avoir accès à ce contenu-là. Le mineur qu'on veut protéger absolument, c'est celui dont tu parlais, Charles, qui est tout jeune, qui accède à 11 ans à des contenus hyper violents. Donc le mineur de 11 ans, le VPN, en fait, ça va pas lui changer la vie. Il saura pas l'utiliser, donc c'est un faux problème. Et je pense que moi, ce que je retiens de tout ça sur la protection des mineurs, c'est que la solution maintenant, elle existe. Il faut arrêter de dire le contraire, et qu'il y a un enjeu politique derrière tout ça. Les sanctions, elles existent, en fait, elles sont juste pas appliquées. Alors on ne sait pas pourquoi, ou plutôt on le sait un petit peu, mais voilà, il y a un enjeu politique aujourd'hui, et je considère que ça n'est plus qu'une décision politique de pousser l'obligation de déployer ces solutions. Je trouve que ça, c'est un enseignement majeur des travaux qu'on a pu faire ces derniers mois. Sur le reste, l'objectif qu'on a eu dans ce rapport, c'était d'aborder des thématiques qui étaient au cœur des préoccupations au niveau de l'individu, vraiment, de se dire qu'est-ce que l'identité numérique apporte à l'individu en tant que tel. Et on a choisi des thématiques, on ne peut pas tout balayer, la protection de l'enfance, on vient d'en parler, l'amélioration du parcours de santé à travers l'identité numérique, qui est fondamentale, l'aide dans la vie démocratique, qui est très importante, et puis la protection contre l'identification de ces nouveaux contenus, qui sont des contenus synthétiques générés par des IA. L'objectif de tout ça, c'était de montrer que dans tous ces sujets, pour l'individu, l'identité numérique, c'était un game changer, c'était quelque chose qui allait améliorer la vie des gens.
Si je reprends tous les travaux sur l'ensemble des sujets, il y a peut-être une remarque qui se dégage, qui est qu'on a vu, enfin on a étudié des cas d'usage qui étaient mono-usage et des cas d'usage qui étaient multi-usage ou interconnectés. Et je pense que c'est absolument nécessaire de pousser le plus possible vers l'émergence de solutions multi-usage. Pour plein de raisons, pour des raisons économiques, de financement. C'est plus facile de faire financer une solution multi-usage d'identité numérique avec une participation de l'État que si c'est une solution juste de vérification de l'âge pour un site porno. C'est difficile de faire financer du mono-usage par l'État. Aussi parce que du multi-usage, ça aide à avoir un recoupement de données, un rassemblement des données. Donc on va éviter la surcollecte, la duplication de données, et ça a un impact extrêmement important en matière de sobriété numérique. Et l'identité numérique, comme toutes les technologies aujourd'hui, doit avoir un accent très fort sur sa sobriété. Ça ne doit pas être une raison de créer plus de données, d'en stocker plus un peu partout. Le multi-usage aussi a l'avantage de, comme on regroupe les données, de permettre de faire plus avec moins, je l'ai dit, et d'être un facteur d'adoption pour les utilisateurs. Si j'ai une application qui me permet de faire plusieurs choses, l'utilisateur va avoir tendance à plus facilement l'adopter parce qu'il va en voir plus de bénéfices et il ne va pas jongler entre plein d'applications. Donc c'est plus économe, c'est plus sobre, c'est plus facile à adopter. Et enfin, et là-dessus je rejoins les travaux qu'on avait menés il y a quelques années avec la Fondation sur l'altruisme en matière de données, parce que tout ça se chaîne. Si on a des solutions multi-usages qui permettent de recouper les données en un seul endroit, on va avoir un empowerment de l'individu sur ces données. Il va avoir ces données, il y a accès, il peut beaucoup plus facilement les contrôler dans un environnement qui est beaucoup plus sécurisé, un environnement de confiance. Et on est en train, en faisant ça, de créer une vraie possibilité de démarrer un mouvement de partage de ces données. Parce qu'une fois qu'on sait que les données sont protégées, qu'elles sont sécurisées, on va avoir une possibilité de manière volontaire, non pas s'en déposséder, mais les partager dans l'intérêt général. Et ces travaux sur l'identité numérique, en fait, c'est le chaînage de ce qu'on avait commencé il y a 3 ans sur l'altruisme en matière de données. Donc je pense que la conclusion, que moi, ce que je voudrais dire à la fin de ces travaux, au moment où on finit ce rapport, c'est que l'identité numérique, c'est un outil qui est au service de l'individu et qui est aussi énormément au service de la société. Merci beaucoup. Je souhaite vraiment vous remercier pour votre participation et l'engagement qu'on vient d'entendre que vous portez dans ces sujets qui sont majeurs pour la protection de l'enfance, mais également pour l'animation du débat citoyen. Donc j'imagine que ce rapport, pour notre audience qui souhaite pouvoir approfondir cette question-là, va être très prochainement disponible sur le site de la Human Technology Foundation. Donc j'engage chacune et chacun pour poursuivre cette réflexion à se reporter à ce rapport, à cette travaux sur le site très prochainement. Et merci encore pour cette participation et pour votre engagement sur ce sujet. Merci à toutes et à tous pour votre participation.